Retrouvez dans un instant l'historien, spécialiste du Moyen-Âge et de l'histoire urbaine italienne, Patrick Boucheron, à la librairie Ombre Blanche, vendredi 6 mars 2026, lors d'une rencontre autour de son nouvel ouvrage « Peste noire » paru aux éditions du Seuil. Cette deuxième pandémie de peste qui se diffuse en Europe à partir de 1347 et qui constitue la plus grande catastrophe démographique de l'histoire de l'humanité. Dans ce livre, le professeur au Collège de France répond aussi à des questions plus récentes, relatives notamment au paysage et à l'habitat, à l'environnement, à l'histoire non seulement démographique, mais aussi sanitaire des populations survivantes. La discussion était menée par le libraire Samuel Péricot. Bonne écoute. Je vous remercie toutes et tous d'être venus aussi nombreuses pour m'écouter parler d'un livre. Je suis accompagné ce soir par Patrick Boucheron qui nous fait la gentillesse de venir à la librairie. Je ne sais pas s'il faut te présenter, Patrick. Tu es professeur au Collège de France. Tu t'occupes de la chaire d'histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Je ne vais pas faire la liste de toutes tes activités par ailleurs, parce qu'il faut qu'on parle de ton livre, et j'ai peur que ça déborde un peu dans le temps. Mais on peut dire que tu es un ami de la librairie. Ça, c'est sûr. Tu es venu souvent. Ouais. Et c'est la première fois qu'on parle ensemble. C'est la première fois qu'on a l'occasion de discuter sur cette estrade, oui. Or, parler ensemble, ça nous arrive. Mais tu es venu régulièrement pour le Festival L'Histoire à venir. Tu t'occupes du banquet du livre à la Grâce, qui a une très grande importance pour nous. Et donc ce soir, tu viens nous parler de ce livre formidable qui est publié dans la collection que tu co-diriges au Seuil, l'univers historique, qui s'appelle Peste noire. C'est un objet un peu particulier, la peste noire. On aura l'occasion d'en parler, notamment dans le souvenir qu'elle a laissé. Est-ce que tu peux peut-être commencer par nous expliquer comment tu es arrivé à travailler sur la peste noire ? Est-ce que c'est une archive qui t'y a mené ? Est-ce que c'est Boccace ? Est-ce que c'est une fascination morbide ? Est-ce que c'est... Je vais répondre à toutes les questions. Mais d'abord, je voudrais vous saluer, vous remercier d'être là. Essayer de me croire quand je dis que je trouve pas ça normal. Voilà. C'est toujours pour moi... un émerveillement et une reconnaissance de vous voir si nombreux et nombreuses. On se pose parfois la question de savoir, c'est long, un livre, celui-là a été particulièrement difficile pour moi. Enfin, je l'aime à la hauteur du mal qu'il m'a fait. Ce qui tombe bien, puisque ça parle du mal. Et on peut se poser la question de savoir quand est-ce que c'est fini, ou plus exactement quand est-ce que ça commence. Alors il y a différents commencements. Il y a le moment où on a terminé de l'écrire, il y a un moment où on reçoit les premières épreuves, il y a un moment où on reçoit le livre. Mais je vais dire quelque chose qui a l'air d'un compliment, mais qui est juste quelque chose de sincère. Pour moi, un livre, ça commence quand je commence à en parler à Ombre Blanche. Donc ce soir, enfin, ça commence. Parce que c'est vrai que cette histoire m'a occupé depuis longtemps, m'a hanté depuis longtemps. J'aimerais bien te répondre par quelque chose d'original et flamboyant, mais non, pour moi, au départ, la peste, c'était juste, je dirais, l'écart entre ce qu'on m'avait enseigné et ce que j'enseignais, c'est-à-dire un événement monstre, c'est vrai, qui avait une place dans l'histoire du Moyen-Âge, mais qui n'avait pour moi pas sa place, pas toute sa place, parce qu'on disait au temps de la peste noire, c'était un moment, une conjoncture, parfois un chrononyme, mais jamais vraiment un événement. Jamais quelque chose, au fond, qu'on saisissait pour soi-même. Alors attention, je ne suis pas le premier à écrire sur la peste noire, il y a une bibliographie invraisemblable. C'est même peut-être la première fois de ma vie d'historien que j'ai eu à affronter, parce qu'il y a beaucoup de disciplines qui entrent dans cette danse macabre, mais au fond, finalement, pas désespérante, c'est ce que je vais essayer de montrer. Beaucoup ont écrit, mais moi j'ai voulu écrire un livre
personnel, comme un roman noir, mais le roman noir de nos forces de vie, en fait. Et à cette question-là, comment ça m'est venu, je ne savais pas répondre jusqu'au moment où j'ai eu brutalement le souvenir qui m'est revenu. Alors, ça, c'est pas très légitime comme culture, pardon, mais Marcel Pagnol a écrit ses mémoires, ça s'appelle Le Temps des Amours, le 4e volume est inachevé, et je l'avais lu à 14-15 ans. Et le dernier chapitre du Temps des Amours s'appelle Les Pestiférés. Et c'est sur la peste de Marseille, 1720-1722. Et je crois que ça m'avait beaucoup marqué. Et ce chapitre lui-même est inachevé. J'ai essayé de le chercher dans la bibliothèque de mes parents il y a 15 jours. Je ne l'ai évidemment pas trouvé. Et à la place où il devait être, j'en ai trouvé un autre qui était un polar qui s'appelait La peste à New York. Et qui commence précisément par une citation que j'ai mise dans mon livre, mais évidemment je l'avais oubliée ou pas. Donc tout ça est parti de Marcel Pagnol. Tout ça est parti de Marcel Pagnol, mais c'est important aussi de dire que tout ça est parti de la peste de 1720, qui est peut-être la peste à Marseille, qui est peut-être, je dirais, le récit le plus accompli de l'idée qu'on se fait d'une intrigue épidémique au moment où, justement, les malades de la peste étaient des pestiférés, ce qui n'est peut-être pas le cas au Moyen-Âge. Et au fond, cette idée, alors peste noire, désigne, depuis le XIXe siècle, parce que ce n'est pas une expression médiévale, la peste noire, c'est une invention du romantisme noir, justement, au milieu, dans les années 1830, c'est-à-dire que la peste devient noire au moment où elle est remplacée comme maladie souveraine par le choléra qui, lui, met une peur bleue, littéralement, à celles et ceux qu'elle affecte, bleu parce que les colériques deviennent bleus alors que les pestiférés ne sont pas noirs. Ça veut juste dire la peste atroce. D'accord ? Et ça désigne le moment paroxystique de ce qu'on appelle aujourd'hui la deuxième pandémie de peste, de, on va dire, 1347 à 1720 et un petit peu au-delà. Et le moment paroxystique, c'est 1347-1352, 5 ans pendant lesquels meurent vraisemblablement près des 2/3 de la population européenne. Mais pour la comprendre, il faut savoir effectivement ce qu'il y avait avant, bien entendu, ça c'est banal pour un historien, mais aussi comment notre souvenir est hanté par les pestes qui les ont suivies. Voilà, et donc c'est une autre manière de te répondre. Au fond, je n'ai jamais compris comment c'était possible de continuer quand 2 personnes sur 3 meurent. Et pourquoi on continue ? Et pourquoi on continue sur les mêmes bases ? Et pourquoi après on croit au même Dieu, on obéit au même roi ? C'est une question d'enfant presque. Et voilà. Et j'ai voulu la poser obstinément. C'est quelque chose de très étonnant à la lecture de ton livre. C'est que ce moment de la peste, alors je veux dire la peste qui t'appartient, mais parce que c'est celle qui est exactement dans la période que tu étudies, à quel point elle existe pour nous, mais on n'est pas tout à fait sûr qu'elle ait existé pour eux. C'est-à-dire que c'est la mort qui vient, mais c'est pas la peste. C'est pas et je me suis rendu compte d'à quel point mon propre imaginaire de la peste était plein de celles de 1720, de Yersin qui part pour trouver le bacille, mais aussi de Thucydide, de toute cette espèce de longue histoire. Et finalement, ce moment où les 2/3 de la population européenne meurent, on a l'impression que ça nous échappe un peu, oui. Que ça leur échappe un peu. Oui. Oui, et ça, peut-être n'y a-t-il pas lieu de s'en étonner quand on est
un familier de la littérature des survivants de la seconde moitié du XXe siècle. Malheureusement, je serais tenté de dire, c'est le sol instable, mais c'est le sol nécessaire de notre condition historique. Et nous savons bien que le plus noir du malheur nous est impénétrable, que nous ne connaissons la catastrophe que par ses abords. Et donc, aussi étonnant que ça puisse sembler, il y a finalement assez peu de témoignages directs de la peste. Il y a assez peu de gens qui écrivent « c'est horrible, on meurt ». Mais il y a des endeuillés, mais il y a des attristés, mais il y a des survivants. Cette citation que j'ai retrouvée par hasard dans un roman noir, de la série noire précisément, américain qui s'appelle « La peste à New York », je peux le citer, c'est assez beau. Nous sommes à Kilkenny, en Irlande. Et donc, il y a un moine qui écrit une chronique, et qui dit, voilà, la peste est arrivée dans le monastère, elle est arrivée par Dublin, elle venait d'Angleterre avant de Méditerranée, nous allons peut-être tous mourir, je ne sais pas si, moi qui suis de la race d'Adam, l'humanité pourra survivre à un tel fléau. Puis ça s'arrête. Un blanc, d'une autre main, quelqu'un écrit « Il semble que l'auteur soit mort ici ». Il continue et il s'arrête. La peste aussi continue et ne s'arrête jamais. Elle reprend en 1360, etc. Et ça reprend comme ça 7 fois. Dès lors, on peut dire effectivement que l'événement de peste, c'est juste ce qui fait tomber la plume de quelqu'un et cette plume est reprise par quelqu'un d'autre. La littérature des survivants peut être d'ailleurs à ce point convoquée. Beckett, Blanchot ont écrit sur cette increvable résistance, cette opiniâtre, cette inexpugnable humanité qui, et c'est ce qui désespérait Blanchot d'ailleurs, ne nous délivrera jamais de nous-mêmes. Donc, oui, c'est ça. C'est-à-dire que... et tout ça se fait presque calmement. On aura peut-être à en reparler. C'est-à-dire que ce ne sont pas des pestiférés. Ils ne paniquent pas. Ils sont vraisemblablement habitués à la mort de masse. Mais nous, évidemment, ça nous fait quelque chose. Voilà. Et donc, cet écart, il est émotionnel. Et cet écart, il est aussi épistémique, c'est-à-dire du point de vue de la connaissance. Pourquoi ? Parce que nous savons tout de ce qui les fait mourir. Et c'est d'abord une aventure de connaissance. Et cette aventure de connaissance, je la raconte au début du livre. Oui, Alexandre Yersin. Oui, Alexandre Yersin, c'est un pasteurien qui est amené dans les années 1890 à Hong Kong parce que la peste flambe et qui découvre l'agent pathogène qui lui donne son nom. Et ainsi commence notre histoire. Alexandre Yersin découvre le bacille de la peste à Hong Kong en 1894 et depuis on l'appelle Yersina pestis et c'est le nom d'une anthropozoonose, c'est-à-dire d'une maladie infectieuse qui touche à la fois les animaux et les hommes, d'abord les animaux et accidentellement les hommes, donc le monde des vivants, et de cela on peut faire une histoire naturelle, et puis cette histoire naturelle, elle est environnementale, elle est génétique, etc. Bon bref. Et on en sait de plus en plus. Et eux-mêmes n'en savaient rien, et n'avaient aucune raison d'en savoir quelque chose. Tu n'avais pas les cadres mentaux, on pourra en reparler si ça vous intéresse. Nous vivons au XIVe siècle dans un monde sans microbes, où on ne peut pas imaginer, envisager la question de la contagion, par exemple. Donc ils meurent. Ils sont peut-être accommodés à la mort de masse, mais ils meurent. Et donc le premier nom de la peste, c'est mortalitas. Et puis, quand on veut lui donner un nom plus ronflant, on l'appelle pestis, qui est un nom ancien. Et ils font comme nous aujourd'hui, face à des pestes qui ont d'autres couleurs que le noir, disons d'autres nuances de brun. C'est-à-dire qu'on jette un mot du passé
au visage hideux de ce qui nous terrifie. Et ce qui les terrifie, c'est la mort, et le nom hideux qu'on peut jeter à la face de la mort, c'est pestis, qui dit une épidémie si terrible qu'on ne peut la dire. Donc pestis, ça dit rien d'autre que ce qui affole le langage, ce qui le rend impossible. Et donc oui, la difficulté en fait narrative du livre, c'est qu'il faut se mettre à la hauteur de ce que l'on sait, parce que voilà, par ailleurs, je trouve que c'est pas inintéressant de dire ce que peut l'histoire aujourd'hui dès lors qu'elle s'ouvre à toutes les disciplines et dès lors qu'elle croit en la science, parce que sur ces sujets-là, on doit croire en la science. Mais on doit savoir aussi, se souvenir aussi, que ceux dont on parle, c'est-à-dire pour moi les endeuillés et les survivants, n'avaient aucune raison de connaître ça. Le drame des historiennes et des historiens, vous savez, c'est qu'ils connaissent la fin de l'histoire, et pour bien faire l'histoire qu'ils doivent raconter, ils doivent essayer de faire en sorte de ne pas savoir ce qu'ils savent. Donc voilà, il faut se mettre dans une position de savoir et de non-savoir. Je vais vous lire un paragraphe. Lorsque s'accumulent les cadavres, le curé de Givry continue de noter les noms des morts au-dessus du jour de la semaine. Mais il ne prend plus le temps de préciser la fête du saint. Et plutôt que de recopier « Edem, die, orbiit », le même jour, il mourut. Pour chaque défunt, à partir du 31 août, il se contente d'écrire chaque jour « obiit » et de lister en dessous le nom des morts. Du 1er au 10 septembre, 94 morts. Le 10, ils sont si nombreux qu'il doit innover. Il écrit désormais sur 2 colonnes. Du 11 au 20 septembre, 101 morts. Du 21 au 30 septembre, encore 107. Le petit carnet est rempli, le curé y intercale un cahier supplémentaire. C'est tout. Compassion, lassitude ou effroi, nous serions bien en peine d'associer le geste du scribe à une quelconque émotion. Demeure seulement la trace d'une décision minuscule face à l'emballement du mal et l'empreinte que fit ce geste dans la matière écrite. On se gardera bien alors de dire autre chose que ceci. La mort est passée par là. Et surtout, celles et ceux qui restent sont désormais condamnés à survivre. Survivre parmi les morts. Je suppose que l'Église a tenté de donner une explication à cette peste et de réagir. Bien sûr, réagir est le bon mot. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que voilà, ce qui est décrit là, c'est 2 choses. D'abord, la volonté de compter les morts. Voilà, c'est un chapitre là-dessus, pas simplement pour les compter moi-même, et pour dire comment on arrive à ce chiffre de 66%, et qu'est-ce que ça veut dire, disons, 20 millions de morts. À peu près rien. En revanche, quand on est avec quelqu'un qui tient la plume et qui est habitué à organiser entre 4 et 6 enterrements par mois et qui doit en faire 100 le mois d'après, on comprend mieux ce que ça veut dire. Donc c'est une série de gestes minuscules. Et une chose est certaine, c'est que l'idée, puisque comme tu le disais justement, nous avons une idée de ça préconçue, nous avons un imaginaire qui est à la fois antérieur, Thucydide, auquel tu faisais allusion, c'est donc le récit dans la guerre du Péloponnèse de cette peste, mais au sens de pestis, c'est-à-dire c'est pas notre peste, c'est une épidémie terrible qui a tué tout le monde, les Grecs en 430 avant notre ère, et qui arrive en même temps que la guerre et en même temps d'ailleurs que la poésie, et qui pour lui a créé ce qu'il appelle l'anomie, c'est-à-dire une société sans foi ni loi, où tout est désorganisé, où le père ne reconnaît plus le fils, où le fils n'enterre plus le père, et où, à la fin, faute de mieux, on sème de manière désordonnée.
Voilà, c'est une société débridée. Ce que Boccace, d'ailleurs, va décrire, non pas parce qu'il l'a vu, c'est pas ce qu'il voyait, mais parce qu'il l'a lu chez Thucydide. Et puis c'est ce qu'on continuera à dire, Artaud, etc. Ça, c'est notre imaginaire de la peste. C'est-à-dire une société qui panique, et puis qui, quand elle est fatiguée de paniquer, qui jouit. Bon. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Et après, la question, c'est de savoir effectivement comment cette histoire déflationniste peut ne pas être décevante. Si je vous dis, non, je suis désolé, en fait, ils ont fait les gestes. Par exemple, sur le plan archéologique, ce que décrit Boccace, c'est-à-dire une panique funéraire, n'est pas documenté dans les archives du sol. Ce que décrivent les archéologues dans l'archéologie funéraire, quand on trouve des cimetières, et on en trouve beaucoup, eh bien, c'est que les gestes ont été accomplis. C'est que il y a il n'y a pas de fosse commune, ou très rarement les corps sont orientés, le plus souvent dans des cercueils, quand on n'a pas le temps dans des linceuls, mais les gestes ont été faits. Est-ce que ça nous étonne tant que ça ? Nous avons tous sans doute, malheureusement, vécu des moments où on comprend que c'est grave. Quand on comprend que c'est grave, un grand calme tombe comme un plâtre froid sur nos épaules, et c'est presque une sorte de dissociation. On se voit en train de faire les gestes qu'on doit faire. Voilà. Je suis fils de médecin, je comprends ce que ça veut dire. Au moment où vraiment, on est méthodique. Cette société l'a été. Voilà. Et l'Église a contribué à ça. Et n'a pas fait paniquer. Voilà, c'est ça qui est intéressant. On a cette idée, je sais pas, par exemple, le 7e sceau. Allons-y, parlons de nos hantises contemporaines. Hein. Donc, le 7e sceau, c'est la peste noire, Bergman, 1954, les flagellants, le grand jeu. Le grand jeu, effectivement, de la société qui s'enflamme et qui panique. Oui, il y avait des processions. On avait plutôt, on a essayé d'expliquer le mal par une conjonction des astres. Mais non, il n'y avait pas de résignation. En particulier chez les médecins. Les médecins de la peste du XIVe siècle ressemblent très peu aux médecins de Molière. D'abord, ils n'ont pas cet accoutrement qui n'apparaîtra qu'au XVIIe siècle avec les becs d'oiseaux. Ils tentent des choses de manière un peu désespérée, qui auraient tout pour nous faire rire. Par exemple, il y a un médecin de Lérida qui s'appelle Jacquemet d'Agramont, qui a l'idée un peu saugrenue, hein, c'est vrai. Il a compris que la peste bubonique, il y a des bubons, que les bubons, s'ils suppurent, on a plus de chances de survivre. Peste bubonique, c'est 2/3 de létalité. Ça veut dire qu'il y en a 1/3 qui vont avoir la peste et qui vont survivre. Fondamental, parce que sinon, désolé, on ne serait pas là. Hein, nous sommes les survivants, nous sommes les héritiers des survivants de la peste. Et nous sommes d'ailleurs nous-mêmes les survivants de la peste, ça on pourra le dire du point de vue génétique et aussi du point de vue culturel. Donc notre Jacquemet d'Agramont se dit ce qu'il faut c'est suppurer. Alors il a une recette. Il dit vous prenez un poulet, vous déplumez le croupion, vous appliquez le cul sur le bubon et il va aspirer le venin. Oui, c'est bien connu, tous les poulets respirent par le cul. Et puis voilà, lui-même va mourir et vous allez être guéri. Aucune chance de marcher. Or, ce remède reste jusqu'au XVIIe siècle dans la littérature médicale et ne cesse d'être amélioré, c'est-à-dire rendu de plus en plus ridicule. Et donc on se dit, mais pourquoi ? Pour faire quelque chose. Plutôt que rien. Voilà. Et puis, là où c'est intéressant, c'est le grand pape, tu me parles de l'Église, le grand pape je suis trop long ? Ça va ?
t'es en forme, tout va bien. Le grand pape de la peste, hein, c'est Clément VI, c'est un grand intellectuel. Voilà. D'ici, tiens, d'ailleurs. Voilà. De la France méridionale. Bon. Clément VI, il veut comprendre. Il demande des conseils, des expertises à ses médecins. Il autorise les médecins à faire des autopsies. Voilà. Il écoute les astrologues. Il essaye de s'opposer aux flambées, notamment de violence contre les Juifs. Bon, voilà. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une sorte de rationalité par rapport à cet événement. Alors, pardon, c'est peut-être moins rigolo comme ça, mais c'est plus grave et c'est plus vrai. Et c'est plus juste. Et je voudrais juste dire quelque chose sur juste. Il y a un texte que j'avais en ligne de mire, c'est le grand texte de Susan Sontag qui s'appelle La maladie et ses métaphores. Susan Sontag est une penseuse américaine, voilà, des images, de la vie. Et aussi des limites de l'interprétation. Au début des années 70, elle est tombée malade, elle a eu un cancer et elle était enragée en fait. Elle était vraiment en colère de tomber finalement malade 2 fois, du cancer et de ce que cette maladie trimballait en fait dans l'imaginaire dès lors qu'elle métaphorisait autre chose qu'elle-même. Alors elle a voulu séparer la maladie de ses métaphores. Elle a voulu au fond qu'on dise aux malades que c'est juste une maladie, que c'est pas une malédiction. Être juste avec les malades, c'est dire c'est juste une maladie. C'est pas de chance. Et donc, cette sobriété, je ne l'impose pas aux sources. C'est ce que les sources me renvoient. Si on s'excite sur la peste noire, alors on éclabousse le passé de nos affects. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Par exemple, un petit dossier que j'aime bien. En 1364, il y a un procès de canonisation parce que une sainte qui est morte depuis quelques années, Delphine de Sabran, fait des miracles, ça c'est normal, et puis elle guérit des gens, et puis même, voilà. Elle les avait guéris de son vivant, elle continue à les guérir post-mortem, et donc des enquêteurs arrivent pour faire un procès de canonisation, c'est un procès. D'ailleurs, il ne va pas aboutir, Delphine ne sera pas canonisée, elle sera toujours en odeur de sainteté par le pape, mais l'Église ne la reconnaît pas. Et donc des enquêteurs pontificaux viennent et posent des questions à qui ? À des gens, ce sont plutôt des femmes qui ont été guéries, et notamment de la peste. Et alors ils demandent voilà, comment ça s'est passé. Alors ils décrivent, c'est un interrogatoire. C'est des hommes d'église, donc les femmes qui ont été malades de la peste et qui ont été guéries, disent-elles, par l'intercession de la sainte, auraient toutes les raisons de décrire, de dire ce qu'il y a dans nos livres. C'est-à-dire, j'étais accablé de péché, j'ai eu cette maladie parce que j'ai fait quelque chose de mal. Non, elles disent juste qu'elles n'ont pas eu de chance. Et alors, mais qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez senti les bubons, machin ? Ah j'ai eu peur. J'ai eu peur de mourir. Et qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez compris que vous ne mourriez pas ? J'étais soulagé. Et puis j'étais triste pour ceux qui étaient morts. Tout ça est d'une banalité affligeante. Mais voilà, c'est l'humaine condition. Et donc, moi qui fais de l'histoire pour me séparer du passé, moi qui me prétends foucaldien, c'est-à-dire finalement faire l'histoire des discontinuités, je suis bien obligé de reconnaître que c'est nous. Voilà, qu'on est embarqué, comme le dit Pascal. On est embarqué dans cette histoire. Et il y a des raisons. Et c'est pour ça que j'ai voulu aller chercher aussi les raisons médicales pour lesquelles on était embarqué.
C'est assez étonnant à la lecture. Je ne sais pas si certaines d'entre vous l'ont lu, mais c'est un livre dont on ressort en sachant moins de choses qu'en commençant. Et trop sympa ça. Ça j'adore. Non mais ça j'adore voilà. Ça. C'est vraiment une expérience très. Enfin, on apprend des choses mais sans arrêt. C'est d'une densité folle. Mais il y a une citation de Glissant que tu donnes la totalité vit de ses propres infimes détails. Et c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, ouais, c'est génial, on va s'attaquer à la peste. On voit tous très bien ce que c'est, puis on en sort, puis en fait, on a l'impression que ça a bien existé, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, pour en revenir à l'Église, il y a cette idée que quand même la peste ne peut pas être un châtiment divin, puisque tout le monde n'en meurt pas, que tout le monde n'est pas touché. N'empêche qu'après, l'Église a récupéré une grande quantité de dons, de legs, d'argent pour donner des messes, etc., qu'elle a notamment redonné à des artistes pour peindre et décorer les églises, artistes qui se sont bien abstenus de peindre la peste. Oui, c'est vrai que là encore, cette question de l'étonnante discrétion de notre documentation sur un événement monstre qu'on ne connaît que d'une manière indirecte. L'essentiel, comme ce que j'ai dit sur cette chronique irlandaise, au fond, il n'y a pas d'archives du manque, il y a plutôt un manque d'archives. Et de temps en temps, accidentellement, incidemment, on comprend finalement que la mort est passée. Eh bien, je dirais que c'est la même chose pour les images. Il y a quelques représentations contemporaines de la peste, mais j'en compte moins de 5. La plupart qu'on voulait voir comme des représentations contemporaines de la peste ne le sont pas, sont soit antérieures, soit postérieures. Et si vous fermez les yeux et que vous pensez à la peste noire, que voyez-vous ? Sans doute voyez-vous une faucheuse squelettique, décharnée sur son cheval qui ne l'est pas moins squelettique et décharné, ce qu'on appelle la mort archère. C'est une image qui apparaît au Campo Santo de Pise. Tout le monde était persuadé que c'était l'image de la peste, et elle a été redatée récemment, et on est sûr maintenant qu'elle date des années 1330. Donc avant. C'est une image en attente. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qui, au fond, va... Et puis ensuite, après, forcément, on ne voit que qu'elle. Donc c'est très très difficile de se détacher. Voilà. Mais... comme quoi les artistes, parfois, voient venir le temps, c'est-à-dire donnent, au fond, des formes visuelles à ce qui va advenir. Bon. Donc, si vous fermez les yeux et que vous voyez la mort archère, c'est une représentation qui est légèrement antérieure à la peste. Si vous voyez une danse macabre, c'est très postérieur, 1420-1440. Qui dit quelque chose d'essentiel, de très important, qui est que la peste touche tout le monde indifféremment, les riches, les pauvres, les vieux, les jeunes, voilà, les hommes, les femmes. Donc on peut dire que la peinture rate l'événement visuel de la peste, puisqu'elle ne la documente pas. Mais pourtant... et ça, Jérôme Bachel a montré, et aussi Georges Didier Huberman. Et pourtant, on ne peut pas imaginer qu'elles n'en sont pas affectées, que les images n'aient pas été malades de la peste comme les animaux chez La Fontaine. Donc peut-être que ce qu'il faut comprendre, c'est que les images ne dépeignent pas la peste, mais elles la peignent au sens où ça change la peinture. Il y a un livre essentiel de Millard Mays qui s'appelle « L'art à Florence et à Sienne après la peste noire ». Lui, il a l'idée qu'à partir du moment où une bonne partie des artistes meurent, que leurs commanditaires meurent,
après, ça ne peut pas être comme avant. Bon, voilà. Nous l'avons cru. Nous y avons tellement cru pendant le Covid, au monde d'après. Il ressemble quand même à celui d'avant. Vraiment. Et pourtant, nous savons bien que tout a changé. En fait. Mais ce changement-là, il va se révéler progressivement. Donc, merci de me mettre sur la piste des images, parce que ça, en fait, je reviens à Georges Didier Huberman, moi, comme historien, c'est en regardant les images et en lisant les historiens de l'art que j'ai compris ce que c'est que d'être devant le temps. Que si l'histoire est la science du changement social, comme le disait Marc Bloch, alors pour le comprendre, effectivement, il faut saisir des transformations qui peuvent être lentes, amorties, différées, décalées. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un monde méconnaissable? On revient, on est confiné, on est déconfiné, on sort dans la rue n'a pas changé. Ceux qui revenaient dans leur maison après avoir fui, par exemple, le Décameron, rien n'avait changé. Et le texte, mon livre Peste Noire se termine par un épilogue où c'est Machiavel qui parle, une fois de plus, en 1520, il y a eu la peste à Florence encore, et il écrit à un copain qui dit tu vas revenir, tu vas voir, tout a changé. Mais il ne sait pas dire quoi. Alors sur si vous fermez les yeux encore, et je vous dis 1300, 1450, entre, il y a quelque chose qui a changé dans la peinture qu'on peut appeler la Renaissance. Sommes-nous prêts à appeler Renaissance un art d'après le désastre? Vasari, qui invente la Renaissance, l'idée de Renaissance, qui est écrit au milieu du XVIe siècle, le refuse absolument. C'est-à-dire écrit toute l'histoire de la Renaissance italienne dans un déni complet de l'événement de peste. Il dit jamais qu'il y a eu ça. Il dit même Pétrarque qui a eu le bonheur, il dit l'art au temps béni de Monseigneur Pétrarque. Ah ouais, super temps béni, tout le monde crevait. Bon. Mais ça veut dire quelque chose de profond. Ça veut dire que, alors, dans ce cas-là, notre modernité résulte de ce moment-là. Et donc, c'est pour ça que mon livre tente de ne pas faire de surplace, en fait. C'est-à-dire que sur tous les sujets, comment gouverner les hommes, les inégalités, la haine des juifs, les images, la religion, sur tous les sujets, les rapports entre hommes, femmes, sur tous les sujets, en fait, il faut que quelque chose change. Et quelque chose change de fondamental parce que les femmes et les hommes survivants n'avaient qu'une seule idée, c'est que rien ne change. Donc c'est le guépard à l'envers, si vous voulez. Pour que rien ne change, il fallait que quelque chose de profond change. Et cette chose profonde, nous en sommes les filles et les fils. Tu évoquais les inégalités. Il y en a quelques-uns qui ont cru au début au monde d'après. C'était les ouvriers, qui se sont dit, alors peut-être on peut parler d'eux, on peut parler aussi d'agriculture, de ruralité, de femmes, de tous ceux qui se sont dit, c'est le moment que ça bouge. Oui, c'est le moment que ça bouge. D'abord, concrètement, il y a quand même, malgré tout, un peu des lois du marché. Donc, à partir du moment où la main-d'œuvre a diminué drastiquement, les salaires nominaux augmentent. Pendant très longtemps, les historiennes et les historiens ont cru que c'était un âge d'or du salariat. Mais alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que, et ça,
grand sociologue qui s'appelle Robert Castel l'a bien montré dans un livre qui s'appelle Métamorphose du salariat, c'est que la première chose que font les pouvoirs publics dès les années 1349 en Angleterre, 1350 en France et puis partout ailleurs dans les autres monarchies et quand il n'y a pas de monarchie dans les villes comme en Italie, la première chose que font les pouvoirs publics, encore un peu groggy et alors que l'événement est en cours, c'est de réglementer un blocage des salaires pour que surtout les plus démunis ne profitent pas de la situation. À Florence, par exemple, évidemment, il y a des... très vite, on se rend compte que les lignages sont élagués et il y a certaines fortunes qui, faute d'héritiers mâles, se divertissent vers effectivement des héritières femmes. Et donc on change les statuts urbains des dots et des legs pour que ça n'arrive pas. Et donc tout ce qui pourrait d'une certaine manière arriver de progrès est bloqué. C'est pour ça qu'il y a des révoltes. Mais des révoltes après, une génération plus tard, dans les années 1380. Parce que on ne se révolte pas au plus noir du malheur. Au plus noir du malheur, on tente de survivre. On se révolte quand on a espéré qu'un malheur produise finalement quand même un progrès ou une émancipation et que cette espérance est brisée. Et ça, c'est dans les années 1378, révolte des Ciompi, 1380, un peu partout en Europe, des grandes révoltes. Ça, je trouve ça très très intéressant. Le mouvement des inégalités, il a été bien étudié. Et évidemment, tu parles du Covid. Alors, j'ai eu l'idée avant, je tiens quand même à le dire. J'ai commencé à travailler dans les années 2017-18. J'ai fait ce cours au Collège de France dont le livre procède en 2021-2022 devant un amphithéâtre dépeuplé, évidemment, confiné. Bon, j'ai failli ne pas le faire tant m'embarrassait au fond ce rapport de concordance des temps. Je n'aime guère la concordance des temps, mais voilà, il y avait ça. Et pendant ce temps-là, qui nous aidait vraiment comme penseurs pendant le Covid? C'était, je sais pas, Bruno Latour, par exemple, qui nous enjoignait de faire la géographie de nos attachements pour savoir de quoi on pourrait effectivement se priver ou se détacher, simplement. Et puis, Bruno Latour avait eu une phrase, une injonction encore très frappante. Il avait dit « Il ne faut pas gâcher une crise ». En quoi on comprend que le mec, c'était vraiment un cateau, quoi. Voilà. Il ne faut pas gâcher une crise. Ça veut dire, d'un mal, il faut faire un bien. Mais non, le mal, il faut juste le faire en sorte qu'il passe et qu'on survive, quoi. Voilà. Il n'y a pas de mal pour un bien. Alors, ces gens-là ont gâché une belle crise, quand même. Ça pouvait être l'occasion d'inventer une autre société. Ils ne l'ont pas fait. Sinon, vous le sauriez. Sinon, je veux dire, on aurait appris à l'école. Donc l'histoire du monde avant la peste, c'était ça. Puis après la peste, c'est autre chose. Non, c'est la même chose, un peu en pire, évidemment, parce que ça ouvre des possibilités de discours, mais aussi des possibilités de gouvernement autoritaire, notamment. C'est aussi un moment où on a essayé quand même de chercher des responsables. Et là, on est tombé sur des responsables tout désignés. Finalement, ce sont les mêmes que d'habitude, ce sont les Juifs. Oui. Et de manière massive. En Allemagne, à Strasbourg, évidemment, le 14 février 1349, à la Saint-Valentin, dans les villes méridionales en France, à Toulon, à Carpentras, dans le comtat vénécin et très largement dans le royaume d'Aragon. Massivement, lorsque la peste arrive, parfois lorsqu'elle est annoncée et avant qu'elle ne frappe les villes, donc de manière préventive, on tue les Juifs.
le 14 février 1349 à Strasbourg, c'est un bûcher de 900 juifs qui brûlent pendant 6 jours. 900 juifs, c'est sur une communauté de 2000. Ailleurs, on se rend compte qu'il y a la volonté d'annihiler cette communauté. À Tárrega, qui est une petite ville du royaume de Valence, couronne d'Aragon, on peut à la fois décrire l'avancée de la rumeur, la volonté de certains édiles de limiter la possibilité du massacre, mais aussi la volonté d'autres dominants d'attiser la haine et de souffler sur les braises. La littérature de déploration des juifs victimes, et même l'archéologie funéraire, puisqu'on découvre à Tárrega des fosses où les anthropologues décrivent les coups portés à la tête, au corps, mais beaucoup à la tête, des hommes, des femmes, des enfants. Donc une volonté vraiment de destruction. Alors on fait quoi avec ça ? La tentation, c'est de dire voilà, inévitablement. Stéphane Todorov disait: rien n'est plus désespérément répétitif que l'histoire des stéréotypes. Et quand on lit, Carlo Ginzburg, Le sabbat des sorcières, on voit bien comment ce thème du complot, il passe des lépreux au XIIe siècle, aux juifs au XIVe, puis aux sorcières au XVe siècle, que ce thème de l'empoisonnement des puits, il est effectivement désespérément insistant. Et donc, il est facile de décrire ça comme un archaïsme qui déborde, comme un égout de haine qui, effectivement, dégorge. Bon. Mais là encore, c'est pas ça que les sources nous indiquent. Ce que les sources nous indiquent, c'est la volonté méthodique de certains édiles, en particulier à Strasbourg, d'utiliser la haine des Juifs pour viser soit leurs adversaires, soit le roi, puisque de toute façon, une atteinte aux Juifs est toujours une atteinte au roi. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que les Juifs, dans cette société, font partie du trésor royal. Le roi en dispose pour les exploiter, mais donc, comme c'est son trésor, il faut aussi le protéger. Voilà, c'est à lui de les exploiter, c'est pas aux autres. Voilà, donc il doit les protéger. C'est vrai aussi du pape. J'essaye de décrire tout ça, c'est le chapitre 13 qui s'appelle « L'or, on assomma des Juifs », qui tente de le faire, là encore, avec une sorte de sobriété interprétative. J'utilise pour cela cette expression têtue qu'Emmanuel Lévinas avait mis effectivement en tête de son entêtement, justement, à partir de 1947 pour « Il y a ». Il voulait décrire l'évidence incompréhensible et la nécessité de la maintenir longtemps incompréhensible de la violence faite aux Juifs sur le « il y a ». Et ça a été repris par le philosophe et psychanalyste Stéphane Habib dans un livre qui s'appelle « Il y a l'antisémitisme ». Et dans ce chapitre, j'essaie de dire quelque chose comme « Il y a la peste, il y a l'antisémitisme ». Et qu'entre ces deux énoncés, pas mettre de conjonction, de coordination, pas mettre de virgule, rien. De les accoler pour exactement ce que tu dis, pour en fait travailler à ne pas comprendre. Là, on pourrait dégainer un mot, valise, bouc émissaire, et dire, évidemment que. Bouc émissaire, ça veut dire, évidemment que. Mais non, il n'y a rien d'évident, en fait. Et donc, c'est exactement cette position
que tu décris. Je veux le plus longtemps possible ne pas y croire, ne pas comprendre, ne pas considérer ça comme normal. Je veux pas qu'il y ait d'explication. Donc on décrit le mécanisme. Cette expression, évidemment que c'est la peste, tu l'emploies régulièrement pour montrer à quel point ça n'est évident que pour nous. À la lecture de ton livre, j'ai pensé à un article d'Ursula Le Guin, l'autrice de science-fiction, qui avait fait cette distinction entre la fiction lance, celle des chasseurs, donc où l'idée c'est qu'il y a une quête, une intrigue avec un héros, et que par la résolution de conflits, de guerres, de batailles, le héros va réussir à la fin à accomplir sa quête, accomplir son objectif. Et elle parle aussi de la fiction panier, qui l'intéresse elle, et qui est plus une manière de voir ce qui est vivant dans notre monde, de prendre un petit peu tout ça, le mettre dans un panier, et à partir de là, voir comment tout ça réagit, et ce que ça donne, faire avec ce qu'on a, sans forcément créer des batailles. Il y a la lance et il y a le panier. Et j'ai eu vraiment l'impression que ton livre, c'était une espèce d'histoire panier, et pas une histoire lance, comme ça. C'est-à-dire qu'on sent que sans arrêt, des historiens nous disent évidemment que c'est, avec un parcours extrêmement rectiligne, d'une chronologie qui explique tout, parce que ça se suit dans le temps, et où on suit un fil tout droit. Et ça, on sent bien que tu fais tout pour ne pas le faire. C'est tout à fait juste. J'ai eu beaucoup de mal. Le livre s'ouvre simplement par une carte des mondes de la peste. Bon. Parce que, accessoirement, c'est aussi un livre qui tente l'histoire mondiale d'un événement de longue durée, donc qui tente de le dé-européaniser, qui montre que, en fait, la peste a toujours déjà commencé quelque part, là, en l'occurrence, en Asie centrale, 10 ans avant son coup de départ officiel avec l'entrée de la peste à Marseille en novembre-décembre 1347. Donc, d'une certaine manière, cette flèche dont tu parles, je tente de l'inverser, comme la flèche du temps de Martin Amis, d'aller voir, de réembobiner, d'aller essayer de chercher le plus loin possible ce qu'il y a derrière les arrière-pays de la peste, c'est-à-dire avant, plus loin. Voilà. De compliquer l'intrigue. La Terre est une pelote d'embrouille. Compliquer l'intrigue, ça veut dire aussi comprendre que ça ne nous concerne pas que nous, puisque nous ne sommes que les autres accessoires de cette maladie, autre blessure narcissique. C'est une maladie des rongeurs, hein, des rats, des gerbilles, des gervoises, des marmottes, qui passent accidentellement à l'homme par l'intermédiaire, probablement, pas seulement, mais probablement de la puce. La puce nous déteste. Il faut vraiment qu'elle n'ait plus rien à bouffer pour daigner sauter sur ces mammifères dégoûtants que nous sommes. Il faut vraiment que le dernier rat soit crevé. Et faute de mieux, parce qu'elle est affamée, elle nous pique et elle nous tue. C'est une maladie qui est très mal adaptée à l'homme, et c'est parce qu'elle est mal adaptée qu'elle nous tue. C'est pas l'intérêt bien compris d'un bacille, enfin d'un microbe ou d'un virus ou d'un rétrovirus que de tuer tout le monde. L'intérêt bien compris d'une maladie, c'est de devenir endémique, comme la peste. Je ne sais pas si vous avez déjà joué au jeu vidéo Plague, qui est un jeu chinois. Alors après, pendant le Covid, ils l'ont débranché parce que c'était pas super en fait. Mais voilà, maintenant vous pouvez y rejouer à nouveau. Si vous jouez Plague, vous jouez le virus. Hein, donc vous êtes le virus. Donc vous essayez en fait d'être endémique. Vous essayez d'être très contagieux mais très peu létal. Comme la grippe, c'est génial la grippe. Voilà. En fait, le game over, c'est la grippe. Vous avez gagné, vous êtes la grippe. Mais la peste noire, vous avez tué tout le monde, vous avez perdu. Donc,
là encore, ça complique le récit. Si on dit, oui, il s'est passé quelque chose de pas normal très récemment, puisque c'est une maladie très récente, dans l'échelle de l'évolution, 30 000 ans avant, à l'âge du bronze. La tuberculose est bien plus ancienne. Et la tuberculose est une compagne de l'homme. La peste, non. Enfin, ça reste quand même la maladie, l'agent pathogène le plus mortel de l'homme. Et si je peux raconter tout ça, c'est parce que c'est aussi un enjeu de bioterrorisme. Et donc, il y a beaucoup de recherches médicales, biomédicales, génétiques, etc. La génétique étant ce qui a tout bouleversé. Donc, bien sûr que tout cela fait une aventure scientifique qui nous permettrait de dire, voilà, on ne savait pas et on sait mieux maintenant. Mais pour suivre ton intuition que je trouve très belle, et du panier, et de travailler au fond à obscurcir, oui, alors tu viens de spoiler un des petits refrains, c'est-à-dire qu'il y a une petite ritournelle comme ça, sur tout au long du livre, qui dit évidemment c'est la peste, évidemment c'est la peste. Évidemment au sens anglais aussi, c'est l'évidence, c'est-à-dire c'est la preuve. On va chercher des preuves. Il y a une scène de crime, on relève les indices, et en particulier dans n'importe quelle scène de crime dans la PQR, on sait le fin mot de l'histoire lorsque l'ADN a parlé. Donc là, je vais quand même pas tout spoiler, mais à un moment, l'ADN parle. Bon, et on sait qui est le coupable de tout ça. Mais évidemment, c'est la peste. Ça ne s'explique qu'à la fin, qu'au dernier chapitre, qui s'appelle « Dernière nouvelle de la peste », dont je peux dire un mot. Nous sommes en juillet 1983 dans la cour d'honneur du Palais des Papes d'Avignon pendant le festival. Jean-Pierre Vincent y fait jouer un spectacle qu'il a fait composé par Bernard Chartreux en ce qu'on appellerait aujourd'hui écriture de plateau. Il décrit de manière un peu confuse et désordonnée, les spectateurs ont vraiment détesté, c'est le début de la querelle d'Avignon, ils partent, ils gueulent, ils comprennent pas, une sorte d'épidémie généralisée d'une peste qui est toutes les pestes, qui est celle de Thucydide, qui est la peste noire, qui est la peste à Avignon pendant les papes, qui est la peste racontée par Daniel Defoe, qui est évidemment la peste de Camus, et puis qui est tout ça en même temps. Nous sommes en juillet 1983. Pendant ce temps-là, Lagarce écrit aussi « Dernier souvenir de la peste ». Et c'est parfois un peu con, hein, un spectateur à Avignon, et c'est un critique de théâtre encore plus, tous ils écrivent mais pourquoi ils nous racontent des histoires d'épidémie? S'il y a bien quelque chose dont on se fout aujourd'hui, c'est de l'épidémie. Ah bah oui, sûrement. À ce moment-là, des gens commençaient à mourir, mais d'une maladie qui n'avait pas encore de nom, et qui deviendra le sida. Catherine Clément, qui est dans la cour d'honneur, écrit dans son journal, ce jour-là, il y avait de la prémonition dans l'air. On en a le frisson à simplement dire cela. Et pourquoi je raconte tout ça? Parce que, d'une certaine manière, je parlais de la peste de Camus. La peste de Camus, qu'on a tant lu pendant le Covid, parce que ça décrit finalement à la fois le fait que quand on parle de la peste, on parle toujours d'autre chose, on parle de la guerre et on parle d'une guerre d'occupation, c'est-à-dire à la fois de ce qui rentre dans le corps, le monde, et de ce qui détruit dans notre corps la distinction entre le moi et le monde. C'est une autre manière de dire la maison vide. C'est-à-dire finalement la cloison qui s'effondre entre le dedans et le dehors. Bon. Mais c'est aussi une guerre d'occupation parce que ça occupe le langage et que finalement, on ne parle que de ça et on n'en dit rien. Et donc,
l'intrigue de La peste de Camus, c'est une intrigue narrative, en fait. C'est-à-dire que c'est une... Vous vous en souvenez peut-être, pendant très longtemps, on ne sait pas qui parle. Et puis, à la fin, le côté, l'enquête, c'est à la fin, il y a quelqu'un qui dit, ben voilà, celui qui vous raconte l'histoire depuis le début, c'est le docteur Rieux. Il y avait un avant-texte du roman, du temps, il ne s'appelait pas encore La peste, mais Les Séparés. Magnifique titre, Les Séparés. C'est le moment où Camus vivait séparé de son épouse, et puis il pensait à ça. Et nous-mêmes, nous avons vécu ensemble séparément, ça s'appelait le Covid, où il avait eu l'idée de faire raconter cette histoire par un prof de français qui avait lu Thucydide et Lucrèce sans le comprendre, et qui comprenait Thucydide et Lucrèce au moment où il vivait la peste à Oran. Et donc, cette idée que, finalement, à la fin, évidemment que c'est la peste, ça veut dire évidemment que quelqu'un la raconte. Il faut bien que quelqu'un la raconte. Il faut bien qu'il y ait un narrateur. Ce narrateur, il apparaît à la fin chez Camus. Et pour ma part, je pense que donc il y a non pas un chapitre, mais une ouverture de partie, peu importe, qui s'appelle « Il semble que l'auteur soit mort ici ». Il faut le prendre au sérieux. C'est-à-dire que je ne suis pas dans ce livre. C'est pas moi qui raconte. Alors qui raconte, je ne sais pas. Hein. En tout cas, Peste noire est un quasi-nom propre. Pourrait être un prénom et un nom. Mais en tout cas, je pense que pour toutes ces raisons, je veux bien en parler, et surtout ici, et surtout avec vous, et surtout avec toi, mais je pense que la place d'un historien n'est pas toujours dans son livre. Voilà. Pour ça d'ailleurs que, puisqu'on parle de théâtre, j'ai fait en même temps ce livre et un projet de théâtre avec Arthur Nosiciel à Rennes et avec des jeunes comédiennes et comédiens pour donner les dernières nouvelles de la peste. Je voulais te faire parler des marmottes, mais la transition serait peut-être un peu brutale. Donc on va plutôt partir sur Ibn Khaldoun, si tu veux bien. Je vais lire un petit passage. Ibn Khaldoun a 16 ans et étudie la philosophie à Tunis, quand la peste dévaste la ville, emportant sa mère, puis son père, une bonne partie de sa famille et de ses amis, presque tous ses professeurs, sauf Al-Abouli, qu'il finira par rejoindre à Fès en 1354. La peste, pour Ibn Khaldoun, on eût dit un tapis qu'on avait roulé avec tout ce qui se trouvait dessus. On sait qu'elle lui inspira davantage qu'une récapitulation, mais une philosophie de l'histoire, la plus puissante peut-être des théories du devenir des sociétés humaines. Survenant au moment où les États étaient atteints par la vieillesse et approchés de leur terme, écrit-il dans la Muqaddima, cette longue introduction à son histoire universelle, ce fléau acheva de ruiner leur puissance, émoussa leur vigueur, mina leur autorité et les mit à un doigt de l'anéantissement et de la disparition. Et l'ensemble du monde cultivé changea d'aspect. Ainsi donc, le monde fut au bord de sombrer, mais il ne disparut pas. Qu'y a-t-il à un doigt de l'anéantissement ? Et comment caractériser ce changement d'ensemble qu'évoque Ibn Khaldoun de manière à la fois si mystérieuse et si suggestive ? Ce changement d'aspect n'est ni un effondrement, ni une mutation à grand spectacle. Autrement dit, il n'y a pas de monde d'après la peste, au sens où il s'opposerait absolument à celui d'avant, marquant une coupure franche dans l'histoire du monde. Toutes les attentes historiennes ont, de ce point de vue, été déçues. Voilà, c'est décevant. Et alors, on en fait quoi de la peste ? Alors d'abord, il y a la récapitulation, c'est sûr. Moi, j'essaye de récapituler aussi pour des raisons qui sont des raisons à la fois de, voilà, nous sommes dans une librairie, de défendre la cause des livres. Bon. Et je suis un historien et je dois aussi défendre la cause de la science.
Voilà. Et à Toulouse particulièrement, puisque lundi, Stand Up for Science va célébrer, si on peut dire, son premier anniversaire. C'est important quand même de récapituler les savoirs. Important de dire que la génétique bouleverse tous nos savoirs et qu'il faut, voilà, moi l'effort que j'ai fait, c'est d'essayer de comprendre cette littérature scientifique pour laquelle j'étais pas formé, mais qui serait bien inconséquent, bien léger d'ignorer. Et ça m'a procuré des grands bonheurs de compréhension. Mais je te suis infiniment reconnaissant parce qu'en fait, c'est un truc de prof, quoi. Tu vois ? C'est-à-dire que c'est aussi un peu un livre de prof, malgré tout, même s'il essaye d'être pédagogique. Mais j'étais content, effectivement, quand j'enseignais à des plus jeunes, de voir dans leur regard qu'ils venaient de comprendre quelque chose qu'ils n'avaient pas compris. Mais j'étais tout aussi heureux quand je voyais ce qu'ils croyaient évident se troublait et qu'ils comprenaient qu'ils ne comprenaient pas. Voilà. Je pense qu'un livre doit aussi avancer sur ces deux crêtes. Bon. Donc, en quoi ça nous intéresse aujourd'hui ? En quoi nous sommes embarqués ? Roland Barthes, en 1977, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, décrit de manière bouleversante son expérience de la maladie, la tuberculose et le sanatorium, et le fait d'avoir été enfant au sanatorium. Et le fait que, là encore, c'est du Susan Sontag, finalement être malade de la tuberculose, pour un jeune homme comme lui, c'était être malade d'une maladie littéraire. Donc, il lisait La Montagne magique de Thomas Mann, etc. Et donc, il voyait que sa maladie, en fait, venait de loin. Voilà. Ça ne prévient pas, ça arrive, ça vient de loin, comme le chantait Barbara. Et il dit ceci, « Mon corps est plus vieux que moi. Mon corps est plus vieux que moi car il porte le souvenir des peurs anciennes. » On se dit, c'est beau, c'est de la littérature. Mais la génétique aujourd'hui ne nous dit pas autre chose. Plus précisément, elle le mesure, elle le précise, elle le cartographie. Elle dit, mais oui, bien sûr. De quoi sommes-nous malades aujourd'hui, sinon des retombées du passé ? Qu'est-ce qui vous affecte, sinon la maladie de vos parents et de vos grands-parents et de vos arrière-grands-parents, surtout quand ils ne vous en ont pas parlé. Et ça, on se retrouve, c'est des histoires de maladies individuelles et de maladies sociales. Donc, peut-être que, vous voyez, le plus littéraire dans cette enquête est aussi le plus scientifique. Ce qui paraît le plus à la pointe, la génétique, voilà, ou même l'épigénétique, le fait que nous portons en nous les entailles, voilà, le fait que, voilà, on peut... Bon, je ne vais pas faire de génétique, mais enfin, en gros, la peste bubonique, je l'ai dit, c'est 70% de létalité. Donc ceux qui survivent, d'abord, ils ne sont pas immunisés, ils peuvent l'avoir à nouveau, mais ils l'ont de moins en moins. C'est ce qu'on appelle effectivement une pression d'évolution négative. Voilà. Donc ils développent des allèles qui, dans leur patrimoine génétique, recodent une moindre vulnérabilité à cette maladie. Et nous en avons hérité. Mais comme, voilà, c'est l'histoire de la médecine, mais c'est l'histoire tout court, ce qui nous fortifie contre quelque chose nous fragilise contre autre chose. Voilà. Donc, ce patrimoine modifié dans nos archives, dans l'archive de la vie, hein, dans le patrimoine génétique, qui nous a permis, qui nous permet de résister à la peste aujourd'hui, puisque
Je pense qu'il y a très peu de gens qui sont tombés malades de la peste. Enfin, j'en ai connu. Hein, bon, voilà. C'est une maladie potentiellement réémergente. Hein, voilà. Elle tue tous les ans. Elle existe, mais disons que pour l'instant, elle n'a pas sorti le grand jeu. Comme elle l'a sorti 3 fois dans l'histoire de l'humanité. Elle pourrait le ressortir, mais pour l'instant, disons, notre patrimoine génétique nous protège plutôt, mais nous protégeant de ça, nous expose à d'autres choses. Donc, il y a dans notre corps un lieu où elle sévit encore. Elle est tapie, exactement comme à la fin du roman d'Albert Camus. Elle se réfugie dans le pli des haillons et des vieux papiers. Et au-delà, effectivement, de cette question des archives de la vie, au-delà des archives du sol, au-delà de ces marques, de ces traces, de ces empreintes partout, elle a laissé des empreintes partout. La mort est passée par là, c'est du Carlo Ginzburg, ça veut dire qu'il y a des empreintes partout. Et puis, du point de vue politique, du point de vue social, du point de vue religieux, tu m'as interrogé là-dessus, elle est partout. Je suis ravi, on a réussi à aborder les questionnements qu'il y a dans l'introduction et dans l'épilogue. Je vais du coup m'arrêter là. Vous avez peut-être des questions sur tout le reste du livre, ou alors vous pourrez le lire. Alors, juste en tant que lecteur, c'est la deuxième lecture la plus agréable. La première, il faut vraiment se concentrer, et la deuxième, vraiment, on se sert là où on veut, dans tout ce qui est donné, dans tout ce qui nous est proposé, et on peut se promener dans cette espèce d'édifice formidable qu'est ce livre. Donc, relisez-le pour ceux qui ne l'ont lu qu'une fois. C'est un très très bel exercice. Mais ils vont acheter moins de livres dans ce cas-là. Alors, il faut acheter le deuxième exemplaire. Ah oui. Le premier se périme. Ah oui. Est-ce que vous avez des questions peut-être ou des... Tu parles d'une histoire pestiférée, je crois qu'on est en train de voir le résultat. C'est un très joli cluster. Hein. C'est pas pour nous vanter, mais là, si on ne la fait pas redémarrer, c'est à désespérer. Hein. Salut, il s'en va comme ça, lui. Ah non, pardon. Et bonsoir, et merci beaucoup. Merci infiniment d'être ici. Merci Samuel. À Naples, il y avait des obélisques qui ont été construites justement pour ne pas oublier cet événement-là. Est-ce qu'il y a d'autres constructions dans d'autres pays de cette ampleur ? Oui, il y a quelques... Alors, à Naples, les obélisques, et puis même la fameuse colonne infâme qu'Alessandro Manzoni a décrite, et puis il y a un très très beau livre d'ailleurs, l'histoire de la colonne infâme de Manzoni a été réédité par Zone Sensible avec une très belle préface d'Éric Vuillard, parce que c'était un moment effectivement où on disait se souvenir non seulement de la peste, mais de la persécution contre ce qu'on appelle les untori, c'est-à-dire les empoisonneurs, qui à ce moment-là n'étaient pas des juifs, mais qui étaient des mauvais sujets également, et qui avaient été exécutés, etc. Là, on est dans les années 1630. L'essentiel, effectivement, de beaucoup de... C'est la peste de Manzoni, hein, vous savez, les fiancés, un immense roman. C'est la peste, donc, de 1630, en Lombardie, et à Milan, mais aussi à Naples. Au Moyen-Âge, il y a très peu de ces mémoriaux. Pas de monuments. J'en ai trouvé un. C'est pas moi, c'est une très brillante thèse de Luca Facio qui s'appelle Les Survivants, qui est à Ganges, qui étudie de manière intense la société à Ganges, donc dans l'Hérault actuellement, près de Montpellier. Et la chose que font les Gangeois sortis de cette épidémie, c'est de fonder une chapelle dont ils donnent qu'il dédie à Stabilitas.
la stabilité. Ce qui dit bien, au fond, que, de même que les obélisques de Naples, ce qu'on cherche, au fond, c'est à refonder la société, à la refonder dans cette stabilité qui a été ébranlée. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que rien ne change, on l'a compris. Mais c'est plutôt comme ça que ça s'est passé. D'autres questions, remarques ? Oui, c'est une question par rapport à ce que vous avez dit sur la littérature de sanatorium. Oui. Il se trouve que cet été, au Chambon-sur-Lignon, il y avait une réflexion sur Camus, et l'historien du protestantisme qui a écrit sur ce livre de Camus a dit que c'était une écriture de sanatorium. Est-ce que vous souscrivez pour l'écriture de la peste, puisque Camus a été soigné en 1942 pour la tuberculose, justement au Chambon-sur-Lignon. Et c'est ça qui est effectivement le séparé de celles et ceux qui l'aimaient. Oui, oui, tout à fait. Et ce qui est très intéressant aussi dans votre remarque, et je vous en remercie, c'est que, là encore, de considérer que je suis pas médecin, je suis pas épidémiologue, je suis pas virologue, donc je peux effectivement de temps en temps dire non, je vais m'intéresser qu'à la peste, c'est-à-dire qu'à cette forme-là de maladie infectieuse épidémique. Mais à partir du moment où tous les acteurs de la société qui m'intéressent la confondent avec plein d'autres choses, et notamment avec d'autres infections pulmonaires, etc., et en font, je veux dire, un événement littéraire, en font quelque chose qui produit ce que moi j'appelle le temps d'effet, je n'ai pas aucune raison effectivement de le distinguer. Voilà, comme l'écriture de sanatorium, ça veut dire que au fond on est pris dans une fragilité qui nous fait mieux comprendre la confusion des temps. C'est ça en gros. Voilà. Et donc il y a deux manières du point de vue littéraire. Je prends deux auteurs. Pétrarque, c'est le plus simple, c'est le plus bouleversant. Pétrarque, lui, pendant la peste, d'abord son amoureuse meurt, Laure, et puis ensuite son fils, et puis beaucoup de ses amis. Et puis il appelle vieillesse ce temps de la mort de ses amis, donc il commence à recomposer tout son épistolaire pour en faire une correspondance. Il décrit tout ce qui était avant la peste s'appelle lettres de jeunesse, tout ce qui est après la peste s'appelle lettres de vieillesse. Il, dans les débuts des lettres de vieillesse, dit quelque chose comme ça. Nous avions lu le nom de peste dans les livres, nous savions que cette maladie universelle pouvait épuiser le monde, mais nous n'avions aucune idée du fait qu'elle nous laisserait seuls et faibles. Et dès lors, il coupe le temps en deux, avant, après la peste. Il en fait un millésime. Il redate tout, première année de nos malheurs, deuxième année de nos malheurs, etc. Donc là, on est bien dans ce qu'on espérait effectivement du Covid, avant, après. Mais c'est vraiment une poétique tout à fait spécifique, dont je dis d'ailleurs, j'en profite pour dire que un livre magnifique sort, pas encore sorti, mais va sortir, d'Étienne Anheim, avec qui j'ai travaillé le séminaire sur la peste noire, qui s'appelle Pétrarque, portrait de famille. Il va venir le présenter dans un mois à peu près. Alors voilà. Parce que, bref, il y a un rapport entre notamment Pétrarque et son frère. Mais il y a un contemporain de Pétrarque qui s'appelle Guillaume de Machaut, qui est poète comme Pétrarque, musicien, contrairement à Pétrarque, et qui décrit beaucoup mieux ce que j'appelle le temps des faits, c'est-à-dire cette
Et c'est aussi ça l'écriture de Sanatarium, c'est-à-dire ce tourbillon qui au fond rend impossible un séquençage du temps avant et après. Et le temps épidémique, c'est ça. Camus, Barthes, au fond, étaient au Sanatorium, on fait l'expérience d'un présent étiré continuellement, d'un jour sans fin. Et nous-mêmes, effectivement, pendant le Covid, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, par exemple, je ne sais pas quel est le livre, bon, voilà, il était déjà pas mal réimprimé, donc on verra ici quels sont vos exemplaires, mais je me suis trompé dans la date. Dès les premières pages, j'ai dit là, j'ai fait ce cours en 2020-2021. Non, c'est 2021-2022. Évidemment, c'était pendant le Covid, mais il n'y a pas que moi. Hein. On confond ces 2 années, 2021 et 2022. C'était censé effectivement séparer nos vies, et ça a fait l'inverse. C'est-à-dire que ça s'est replié l'un sur l'autre. Et c'est ça, en fait, le temps épidémique. C'est quand on ne sait plus, au fond, où on habite littéralement. À la fois un présent qui est obsessionnellement répétitif, un passé qui se rappelle à nous, et effectivement un avenir inaccompli. Il y en a quand même un autre qui n'a pas fait une littérature de Sanatorium, c'est Machiavel sur la peste. Oui. Et Machiavel a réécrit Boccace, dont on n'a pas dit un mot évidemment, mais voilà, vous le connaissez, le Décameron, qui lui-même n'écrit pas la peste, mais écrit depuis la peste. Le Décameron, vous savez, c'est l'histoire de ces jeunes gens qui fuient. Ces jeunes gens, c'est-à-dire d'abord ces jeunes filles, 7 filles et 3 garçons, qui fuient la mort pour se raconter des histoires et qui, au fond, comme dans les 1001 nuits, encore une histoire, retardent la mort en tentant de la perdre dans un labyrinthe d'intrigues. Bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment de ce partage. Une question plus terre-à-terre. Vous avez évoqué entre 2 tiers, enfin 66-70% de mortalité. Ce sont les mêmes chiffres le long de la route, puisqu'elle vient d'Asie centrale, des pays ou des régions traversées par cette maladie. Alors, dans les mondes de la peste, les 2 régions où l'on peut le plus précisément et le plus intensément compter les morts, les 2 régions qui sont les plus avancées du point de vue administratif au XIVe siècle, c'est, à parts égales, l'Angleterre et l'Égypte mamelouk. En Égypte, on sait tout. On compte tout, y compris les carcasses de rats, d'ailleurs. On sait donc le rapport dès le XVe siècle entre le nombre de rats morts, le nombre d'hommes morts. Bon, on ne compte pas les puces, mais avec ça, on a déjà une idée de la vitesse de propagation, etc. Ailleurs, c'est plus incertain, c'est plus discontinu, c'est de cet ordre, l'ordre de, effectivement, comme vous l'avez entendu, un curé à Givry qui compte, etc. C'est l'ensemble des données disponibles a été rassemblé par un historien norvégien qui s'appelle Ole Benediktov, et ce qui est déjà beaucoup, des morts documentées par la peste, il y en a 60 000 qu'on peut, voilà, dont on a sinon les noms du moins, voilà. Puis ensuite après c'est effectivement une projection, hein, voilà. Donc je n'exagère pas effectivement une connaissance, on est évidemment dans un temps pré-statistique. Là où c'est intéressant, c'est que c'est une histoire, c'est pour ça que effectivement tu citais Édouard Glissant, c'est une histoire qui est à la fois globale et discontinue. Voilà. Elle est globale parce qu'elle concerne toute l'Eurasie, mais elle est discontinue parce que sans doute elle doit, alors effectivement il y a des grandes routes où ça circule plus vite, et puis il y a des endroits où ça s'étale moins, où ça s'étiole, ça disparaît, par exemple les franges slaves, la peste arrive péniblement à Moscou en 1353. Bon. Et puis elle va en Suède, mais pas
pas au-delà, pas en Finlande, pas en Islande. Et puis la question effectivement de l'autre côté, de jusqu'où elle va. Est-ce que le Sahara l'arrête? Est-ce que le Tibet l'arrête? Est-ce qu'elle va aller donc en Afrique subsaharienne ou en Inde? C'est des questions qui sont compliquées, que je décris, la géopolitique de la peste, dans le livre. Et il y a quand même un manque, c'est la ville de Milan, sur laquelle tu travailles depuis le début de ta carrière et qui serait une des villes qui aurait échappé à la première vague en 1347-1348 et qui prend de plein fouet la deuxième en 1360. Et alors, il y a eu toute une sorte de fantasme parce que Milan, qui est effectivement ma ville de cœur, est aussi une ville qui est gouvernée par des seigneurs à ce moment-là. Et ces seigneurs sont impitoyables. C'est Lucchino Visconti, mais bon, pas qui a le même nom que le cinéaste, mais voilà, et qui bloque toute la ville. Qui ferme les portes. Et puis, il y a cette histoire qui est en fait une sorte de racontard de Florentins humanistes qui sont à la fois des ennemis de la tyrannie et qui sont jaloux de son efficacité, qui disent, ben voilà, dès qu'il y avait une famille de malades de la peste dans une maison, eh ben on murait la maison, on les laissait crever. Bon, voilà. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que pendant le Covid, comme vous le savez, c'est justement dans le duché de Milan, à Bergame notamment, que l'épidémie a le plus scoré, comme on dit dans les Jeux Olympiques d'hiver. J'ai hâte maintenant, je dis tout le temps ça score. Ça score, mais des scores médiévaux quand même. Voilà. Et l'Italie du Nord est quand même voilà, celle qui a voté le plus pour Meloni. Et il disait, mais il faudrait peut-être se souvenir quand même de Lucchino Visconti, etc. On pourrait être les Chinois de l'Europe si on était impitoyable. Bon, donc ça c'est assez intéressant, c'est parce qu'il y a donc un vrai imaginaire du gouvernement tyrannique. C'est-à-dire cette idée que si on est impitoyable, on enferme tout le monde, etc. Bon, ça, c'est pas, en fait, c'est pas ça. C'est pas pour ça que la peste n'a pas atteint Milan. Je raconte, j'ai 1 minute. Alors, dans la première minute, je vais raconter un truc assez rigolo, c'est que là, pour vous dire quand même la vitesse, non pas de propagation, mais la vitesse du progrès scientifique, il y a un article absolument fondamental, d'ailleurs la presse en est fait l'écho, il y a eu même un numéro spécial du supplément Sciences et Médecine du Monde, qui est paru, manque de bol pour moi, le 5 décembre 2025, dans Nature, le grand journal scientifique. J'en étais à corriger les 2e épreuves. Et là, vraiment, ça changeait quelque chose d'important dans le récit, justement, du passage de l'Asie centrale. Je téléphone à mon éditrice en disant, voilà, j'aimerais rajouter un paragraphe. Entre les 2e et les 3e épreuves, ça m'emmerde. Est-ce que ça t'emmerde beaucoup? Oui. Est-ce que ça t'emmerde beaucoup? Ça m'emmerde beaucoup. Ben, si ça t'emmerde beaucoup, alors on va le faire, parce que vraiment, je trouve que c'est important. Et qu'est-ce qui était important? C'était qu'on comprend qu'à ce moment-là, et ça on le sait depuis le 5 décembre 2025, donc la peste, ça j'ai pas eu le temps de vous le raconter, mais bon voilà, le foyer endémique est plutôt en Asie centrale, et puis elle passe en Crimée, péninsule de Crimée, Kaffa, et à ce moment-là, ça passe par Constantinople, etc., des bateaux génois jusqu'à Messine et Marseille. Et pourquoi les bateaux vont aller chercher en mer d'Azov, en particulier, du blé à ce moment-là, en 1345, dont on comprend que c'est un blé empoisonné, parce qu'il y a un risque de famine, qu'on n'avait pas vraiment compris avant que cet article saisisse mais c'est fascinant, c'est de la science, hein, des carottages dans l'Arctique qui montrent qu'à ce moment-là, il y a eu quelque part
en Amérique, c'est-à-dire nulle part, un volcan qui a explosé et qui a détraqué le climat. Et alors, tout le monde pense qu'il va y avoir une famine. Et donc, les cités italiennes vont chercher du blé là où elles n'avaient pas l'habitude d'aller les chercher, en mer d'Azov. Et pour, éviter une catastrophe, la famine, elles en provoquent une autre, la peste. Mais ça, elles ne le savent pas. Milan ne le fait pas, parce que, Milan, c'est une grande ville de plaine qui a encore du blé. Et, voilà. Et donc, ceux qui sont tapés, c'est Florence, c'est Pise, c'est pas Milan. Donc, c'est pas parce que ils avaient des tyrans efficaces, c'est juste pour ça. En revanche, en 1360, ils se prennent pleine face la deuxième vague. Pourquoi ? Et là, on va se retrouver les marmottes. Parce que vous pensez que la peste, c'est les autres. Vous pensez que la peste, ça vient toujours d'Orient et que ça bat les flancs de l'Europe au gré des navires qui viennent mouiller. Mais non. Il y a effectivement comme réservoir le rat, mais aussi la marmotte. Nos marmottes, les marmottes européennes, Marmota sibirica, la petite jolie là, toute dufteuse, hein, eh bien, elle est effectivement, elle a créé les conditions d'un réservoir animal endémique dans les Alpes. Et puis, régulièrement, ça descend des Alpes et ça remonte. Donc, c'est pas du tout ce mouvement de l'import-export maritime. C'est, les marmottes, c'est la peste européenne. Et ça concerne Milan, évidemment, parce que à partir de 1360, on comprend que, en fait, les villages sont infestés du haut en bas. Voilà. C'est vachement intéressant parce que, d'une certaine manière, on voit bien que au fond, l'historiographie, elle est aussi dépendante de nos hantises. C'est-à-dire que nous sommes comme le fou de l'histoire drôle qui cherchons les clés de notre bagnole sous le lampadaire parce qu'il y a de la lumière. Avant, évidemment, l'historiographie des années 50 et 60, elle était passionnée par les flux commerciaux, c'est ce qu'on appelle l'école des annales. Alors, effectivement, la peste, c'était une histoire de navires, de rats et de puces. Aujourd'hui, on est passionné par l'environnement, alors la peste est une affaire de marmottes. Non, c'est les marmottes qui... En fait, le réservoir historique, le réservoir animal, le premier réservoir, c'est la marmotte. Notamment... Oui, alors, pourquoi ? Eh bien, celui qui le découvre, c'est un médecin chinois pendant la terrible peste de Mandchourie 1910-1911, où il se rend compte que c'est la marmotte grise sibérienne qui est en fait le réservoir. Et depuis, on a compris que l'endroit où elle est, c'est-à-dire où la peste a frappé 3 fois, peste justinienne, 7e, 9e siècle, peste, deuxième pandémie, donc celle dont on parle, et troisième, 1850, jusqu'à nos jours. Mais dans les moments de silence épidémique, elle retombe dans ces réservoirs animaux. Et les réservoirs animaux, genre le pangolin, si vous voulez, c'est pas le rat, c'est la marmotte. Et autour d'un lac du Kirghizistan qui s'appelle Issyk-Kul, où il y a des marmottes grises qui sont endémiquement porteuses de cette maladie dont elles ne sont pas malades, jusqu'au moment où il y a une petite mutation génétique. La seule chose qu'il ne faut pas faire, et je suis vraiment heureux de pouvoir le dire ici, c'est qu'il ne faut pas manger des marmottes crues. Ceux qui le faisaient étaient les Mongols au XIIIe siècle, qu'on a appelés pour cela les Tartares. D'où vient le tartare ? Qui adorait effectivement la viande crue.
et notamment les marmottes. Et les Mongols ont été au XIIIe siècle, effectivement, et surtout au XIVe, les vecteurs, en fait, voilà. Et c'est malheureux, mais si vous êtes obsessionnel comme moi et que vous lisez, voilà, les alertes de l'Institut Pasteur, voilà, c'est formidable, l'Institut Pasteur. Je suis fou amoureux de l'Institut Pasteur, de ces chercheurs qui, voilà, il y avait un bureau de la peste dans les années 50. Les mecs, voilà, comme le désert des Tartares, ils disent ouais, voilà. Maintenant, ça s'appelle le groupe Yersinia Pestis, et ils regardent, et voilà, et il y a à peu près 2 ou 3 morts par an à Issyk-Kul, de gens qui bouffent des marmottes crues. Alors, si vous, au cas où ça vous viendrait à l'idée, ne le faites pas. Voilà. On a enfin trouvé à quoi servait ce livre. Je crois que c'est parfait. La peste est inépuisable, Patrick est inépuisable, nous sommes épuisés. Et il faut y aller. Lisez le livre, quoi. Enfin, voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Vous venez d'écouter Patrick Boucheron lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, vendredi 6 mars 2026, pour la présentation de son ouvrage Peste Noire, publié au Seuil Éditions. Patrick Boucheron est l'auteur également chez cet éditeur de Conjurer la peur, quand l'histoire fait date, et a dirigé l'histoire mondiale de la France. On le retrouve sur France Culture dans l'émission hebdomadaire Allons-y voir. Réalisation et mise en onde de la rencontre Radio avec Radio Plus et Radio Terre.